Donc on est extrêmement heureux d'accueillir et honoré d'accueillir Aya Iwashita aujourd'hui, qui vient de très loin puisqu'elle vient du Japon, elle vient de l'université de Tokyo, voilà, et elle nous fait l'immense honneur d'avoir traversé le monde pour nous, hein, donc c'est pas rien. Voilà, pour nous parler de Rabelais et de la vision japonaise de Rabelais. Alors hier, quand on discutait avec Aya, mis à part notre passion commune pour les claquettes, on a également évoqué ses débuts avec Rabelais, et puis elle m'a dit que c'était Éric Satie qui l'avait mené à Rabelais, donc voilà, comme quoi nos chemins vers Rabelais passent par voilà, des choses différentes pour chacun, mais donc voilà, c'est plutôt une entrée assez originale. Et donc Aya Iwashita a donc fait sa thèse sous la direction de Mireille Huchon, voilà. Donc j'imagine que c'est toujours un peu impressionnant de parler devant son professeur. Et voilà, on va être très heureux de l'écouter. Et merci encore d'être là. Je remercie vivement les organisatrices et les organisateurs de m'avoir invité à ce festival Ampli de l'esprit rabelaisien. Et je suis très honorée de parler devant vous tous d'une partie de la réception de Rabelais au Japon. Dans notre pays, il existe actuellement 2 traductions des œuvres complètes de Rabelais. Celle de Kazuo Watanabe et celle de Shiro Miyashita. La dernière a été publiée entre 2005 et 2012. C'est donc une traduction toute récente. Celle de Kazuo Watanabe, dont nous parlons aujourd'hui, est la première traduction de Rabelais en japonais. Le traducteur a commencé à la publier en 1939 et continué de la modifier toute sa vie jusqu'à 1975. Par rapport aux autres ouvrages des grands écrivains français dont les traductions ont été publiées depuis le XIXe siècle, tels que Jules Verne, Jean-Jacques Rousseau ou Victor Hugo, les œuvres de Rabelais ont 2 caractéristiques majeures. Premièrement, la première traduction a paru tardivement, c'est-à-dire en 1939, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, il n'y a que 2 traductions, tandis que, par exemple, nous avons à présent au moins 7 traductions complètes des Misérables de Victor Hugo. On remarque par conséquent que les traductions des œuvres de Rabelais sont tardives et peu nombreuses. Probablement, et ce parce qu'il n'est pas facile pour nous d'accéder au texte original de Rabelais, à la fois pour ce qui est de la langue et pour ce qui est de la culture. Mais c'est Kazuo Watanabe qui inaugura les études rabelaisiennes au Japon avec à la fois sa traduction et des recherches sur les œuvres de Rabelais. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter le parcours de Kazuo Watanabe. Il a commencé à apprendre le français quand il entra au collège qui s'appelle l'École de l'Étoile du Matin, fondée en 1888 par les religieux missionnaires français et américains qui étaient marianistes catholiques. Il est entré à l'université de Tokyo en 1925 et il s'est spécialisé en littérature française. Pendant qu'il était professeur à Tokyo Koto Gakko, c'est l'équivalent de la classe préparatoire aux grandes écoles, à l'âge de 30 ans, il est parti en France et y est resté de 1931 à 1933. C'est à partir de cette période que Kazuo Watanabe a commencé à s'immerger pour de bon dans l'œuvre de Rabelais. En 1931, il a rencontré 2 grands chercheurs dont il a précieusement gardé le souvenir. C'est Abel Lefranc et Pierre Champion.
C'était juste après son arrivée en France, le 9 septembre 1931, qu'il a rencontré Abel Lefranc, chez lui, à Bellevue, dans la banlieue parisienne. Kazuo Watanabe lui a parlé de son intention de traduire l'œuvre de Rabelais et il lui a demandé une dédicace. Voici son message. Avec toute ma sincère sympathie et mes vœux ardents pour sa belle entreprise pantagruéline. Kazuo Watanabe a publié cet autographe dans ses œuvres complètes en éprouvant un sentiment complexe vis-à-vis de son excès d'ardeur juvénile, malgré le mot d'esprit sympathique et encourageante de l'érudit. De même, il a demandé une dédicace à Pierre Champion, historien et fils d'Honoré Champion. Kazuo Watanabe avait acquis vers 1931 l'édition facsimilée de 2 publications lyonnaises de 1532 de la Chronique gargantuine et de la Pantagruéline prognostication, appartenant à la Bibliothèque nationale de France, avec la notice par Pierre Champion. À cette période, il était pensionnaire chez une dame, probablement c'est Madame de Sède, la femme d'un professeur émérite de la Sorbonne, qui avait invité Pierre Champion pour le déjeuner. Kazuo Watanabe a profité de l'occasion pour lui demander une dédicace sur son exemplaire de cette édition facsimilée. Voilà. Et, pour l'entreprise inouïe de la traduction en japonais de l'intraduisible Rabelais. Donc, il a conçu ces mots comme un avertissement d'érudit, parce que après avoir achevé cette entreprise inouïe, il a bien ressenti l'impossibilité de traduire Rabelais. Et Kazuo Watanabe conçoit ses recherches et sa traduction des œuvres occidentales en prenant conscience de leur nécessité au Japon et en réactualisant la pensée des écrivains français engagés contre le fascisme, comme Romain Rolland, André Gide, Georges Duhamel. Mais la situation du Japon devenait de pire en pire. Déjà en 1939, année où Kazuo Watanabe commença à publier sa traduction de Gargantua, régnait une atmosphère sinistre qui a exigé du peuple l'esprit japonais, c'est-à-dire le chauvinisme et l'exclusivisme étroit. Dans cette ambiance, lire des livres occidentaux était considéré comme le fait d'un traître ou d'un antipatriote. Au mois d'avril 1939, Kazuo Watanabe quitta son poste de Tokyo Kotogakko parce qu'il courait toujours le risque d'être dénoncé par ses collègues, dont le totalitarisme allait croissant. La guerre du Pacifique commença en décembre 1941. En 1942, l'année suivante, celle du commencement de la guerre, il fut nommé maître de conférence à l'université de Tokyo. Kazuo Watanabe acheva sa traduction du Gargantua et la publia en 1943 à la maison d'édition Hakusuisha. Au cours de cette époque violente, la publication de Rabelais n'a pas du tout été simple et sans risque pour Kazuo Watanabe ainsi que pour la maison d'édition Hakusuisha. Donc, prenons pour exemple sa lutte contre la pression du temps pour la première édition du Gargantua. À la période de la publication du Gargantua, vers 1941, la censure était extrêmement et parfois même follement sévère. Kazuo Watanabe a écrit que même dans les milieux littéraires, on a commencé à identifier certains dénonciateurs. L'anglais et le français ont été considérés comme des langues ennemies et furent interdits ou opprimés. La traduction de Gargantua n'a pu échapper à la censure et certaines parties ont été remplacées par des points de suspension. Donc ça, c'est une édition japonaise. On écrit de haut en bas. Destiné idéologiquement à éliminer ce qui corrompt les mœurs et qui menace la sécurité publique, la censure a supprimé 35 expressions au total, dont 30 parties concernent les expressions obscènes,
Les 5 dernières concernent la sécurité publique. Donc, par exemple, dans le chapitre 11, dans le passage consacré à la braguette, les phrases en rouge ont été censurées et remplacées par des points de suspension. Donc, il y en a beaucoup. Et je ne lis pas, mais voilà. Et donc, la série de synonymes, à tout le moins équivoque, est tout bonnement supprimée et les phrases évoquant l'ablation de membres disparaissent également. Donc, pour les 5 derniers cas qui sont dans l'épisode où Grand Gosier, le personnage, essaie de dissuader Picrochole de conquérir par Touquedillon. Dans ce passage, il est question de sécurité publique. Probablement, le censeur a pensé que ces phrases risquaient de décourager les Japonais pendant la guerre. Mais cependant, nous n'y trouvons pas la suppression des expressions scatologiques ni celle des expressions religieuses. D'ailleurs, il reste encore des expressions obscènes qui n'ont pas été supprimées. L'opération menée nous semble donc superficielle et arbitraire. En outre, on pourrait remarquer que les expressions allégoriques et véhémentes du point de vue politique restent intactes. Par conséquent, il semble que l'on ait censuré sans vraiment lire l'œuvre. Dans sa postface de la première édition, Kazuo Watanabe s'interroge sur la façon dont les lecteurs japonais contemporains en effervescence apprécient l'œuvre de Rabelais. Il s'est rappelé lors de la réédition en 1973 qu'il avait songé dans l'expression les lecteurs japonais contemporains en effervescence aux Japonais faisant face à l'attaque de Pearl Harbor dans l'île de Hawaï. Il a donc eu l'intention d'intégrer sa pensée contre la guerre dans sa traduction de Rabelais. Cette volonté se lit également dans les illustrations dessinées par le traducteur lui-même. Donc c'est ça. Et pour le plan de la guerre picrocholine, dessiné par le traducteur, Kazuo Watanabe a cité le texte de Rabelais en français. Donc, ce nonobstant, je n'entreprendrai guère que je n'ai essayé tous les arts et moyens de paix. À l'occasion de la deuxième édition, en 1947, il a changé la citation. Cela donne à penser que son intérêt a évolué compte tenu de la situation politique. Le message en 1941 est bien clair et s'adresse au peuple japonais. Pour l'autre plan de la conquête du monde projeté par le roi Picrochole, le traducteur cite la même phrase, mais en français pour la première édition, en japonais pour la deuxième édition. Donc, l'image de la conquête farcesque de Picrochole se superpose probablement à celle de l'empire du soleil levant. Contre cette sorte d'ambition, le traducteur donne discrètement à penser que cette entreprise n'est autre que la farce du pot au lait. L'édition de 1947 porte la même phrase, mais en japonais. Donc l'édition de 1941 écrit délibérément en français, probablement pour éviter la censure. Ici, nous voudrions analyser brièvement une astuce utilisée s'agissant de la reliure. En suivant la remarque de Shiro Miyashita, à la fois deuxième traducteur de Rabelais et chercheur travaillant notamment sur la bibliographie matérielle. Donc, voici la première édition du Gargantua. Le livre est initialement composé d'un corps d'ouvrage accompagné d'une couverture, d'une autre couverture en papier et d'une boîte à l'extérieur que on n'en a pas dans cette image. Sur la couverture en papier, nous pouvons voir la reproduction du frontispice de l'édition en 1535 du Gargantua, publié chez François Just. Sur la première de couverture intérieure,
on trouve la transcription du frontispice de l'édition en 1542, publiée chez François Juste. Normalement, on le lit sans avoir à enlever la couverture en papier. Cependant, une fois que l'on a enlevé cette couverture, on voit apparaître les mots l'an 2603 en idéogramme, mis en relief sur la 4e de couverture intérieure. Il s'agit de l'année selon le calendrier impérial japonais que les chauvins ou les nationalistes, du moins les conservateurs, utilisaient couramment alors. Sachant qu'il travaillait également en tant que relieur amateur, il n'est pas difficile d'établir qu'il a fait graver ces chiffres en relief dans un esprit de parodie rabelaisienne. Il est bien connu qu'au temps de Rabelais, les bois employés pour l'encadrement de la page de titre de Pantagruel sont utilisés chez Jean David pour les livres en latin, surtout spécialisés dans le droit. On peut voir ici la similitude des procédés. Quant au deuxième volume de sa traduction, le Pantagruel, le traducteur termina son travail dès 1943 et la maison d'édition a dû prendre encore 2 ans pour terminer son édition à cause du désordre lié à la guerre. Enfin, la maison d'édition est arrivée à imprimer le texte, mais juste avant de le relier, la grande attaque aérienne de Tokyo l'a détruit par les flammes. C'était le 10 mars 1945. Il a donc fallu attendre jusqu'à 1947 pour voir sortir l'ouvrage. Kazuo Watanabe affirma dans son article qu'il avait résolu de continuer ses recherches de toutes ses forces, à condition qu'elles lui soient permises personnellement et officiellement. En ce qui concerne la disparition de la traduction de Pantagruel, Kenzaburo Oe, romancier lauréat du prix Nobel, est l'un des disciples bien-aimés de Kazuo Watanabe. Et il analyse le sentiment de son maître lorsqu'il a écrit sur ce sujet dans le journal. Kazuo Watanabe a apporté un commentaire dans la préface de sa traduction. Et dans ce commentaire, il cite une prière de Pantagruel. Donc, je ne lis pas en ce moment. Est-ce que vous pouvez lire dans l'écran? Kazuo Watanabe explique dans son commentaire qu'il s'agit simplement en apparence pour nous d'une prière de bons chrétiens, mais certaines phrases étaient utilisées par les humanistes évangélistes se montrant compréhensifs face aux protestants pour critiquer des idéologues comme les membres de la Sorbonne, un collège de la faculté de théologie de l'époque. Donc, ce sont des phrases en rouge, papelard et faux prophète, et constitution humaine et invention dépravée. Également, il mentionne que cette sorte d'humanistes sont considérés comme relevant de l'hérésie par la Sorbonne. Cet emploi du mot hérésie combiné avec le mot japonais hikokomin, c'est-à-dire mauvais peuple, ne renvoie au gouvernement et au peuple japonais qui ne cessait de dénoncer en tant que hikokomin des gens ayant une opinion critique contre la nation japonaise. Kazuo Watanabe fait allusion à cette situation actuelle du Japon par la prière de Pantagruel. Kenzaburo Oe remarque qu'à plus forte raison, s'agissant d'un message que Kazuo Watanabe tenait à transmettre aux Japonais, la perte des exemplaires de la traduction de Pantagruel devait être un bien triste événement pour le traducteur. Ainsi, Kazuo Watanabe a certainement eu la volonté d'être résistant contre la guerre et contre le gouvernement en tant qu'humaniste et intellectuel japonais. En 1974, l'année précédant sa mort, dans l'entretien qu'il eut avec l'écrivain Takeshi Kaiko, il se rappela que
quand il traduisait des scènes de Picrocole, il les superposait à une image qu'il avait vue sur un écran d'un cinéma qui avait projeté Adolf Hitler déployant la liste des pays vaincus. De même, quand il traduisait le discours de Picrocole au sujet de son projet de conquête du monde dans Gargantua, il a senti le réalisme d'un Rabelais et il a songé également à Adolf Hitler et à Hideki Tojo. Hideki Tojo était alors le ministre de l'armée impériale japonaise et le premier ministre qui a décidé de commencer la guerre du Pacifique à cause de l'échec de la négociation avec les États-Unis. Malgré la consigne de l'empereur Hirohito d'éviter la guerre. Lorsque Kazuo Watanabe a senti ce réalisme, il a eu le plaisir de comprendre qu'il faisait la résistance contre le gouvernement japonais, bien qu'il se rappelle avec autodérision qu'il était tout seul et que cela ne servait à rien. Dans l'entretien avec Takeshi Kaiko, Kazuo Watanabe compare l'époque de Rabelais à son temps. Il remarque que Rabelais caricature le champ de bataille, c'est-à-dire qu'il amplifie les éléments comiques existants dans l'acte de guerre et qu'il a pu le faire parce que la guerre de son temps offrait la possibilité d'être décrite dans une chanson de geste, alors que la guerre moderne n'en a pas. En revanche, Kazuo Watanabe considère qu'il est évident qu'à l'époque de Rabelais, on n'a pas le droit de critiquer le roi, voire de se manifester contre la guerre. C'est pourquoi Rabelais a réfléchi sur le roi idéal au moins. Donc, ce n'est pas qu'avec la traduction que Kazuo Watanabe a présenté son sentiment contre la guerre et le gouvernement, dans la mesure où il a commencé à écrire un journal à partir du 11 mars 1945. Donald Keene, chercheur américain en culture et littérature japonaise, professeur émérite à Columbia University, il a regretté dans ses œuvres complètes de ne pas avoir eu l'occasion de rencontrer Kazuo Watanabe. Et il présente le journal de la défaite de Kazuo Watanabe. Il écrivit ce journal principalement en français parce qu'il était possible que les autorités de censure lisent les critiques de Kazuo Watanabe contre le gouvernement. Mais il ne pouvait pas, bien évidemment, éliminer le risque que le lisent des censeurs comprenant le français. Ainsi, tout en prenant ce risque, Kazuo Watanabe a écrit, par exemple, 12 mars 1945, « Si je suis forcé de prendre un takeyari, c'est une lance en bambou, j'irai partout où l'on m'appelle. Mais je ne tuerai jamais Américain, je me ferai prisonnier. Ou bien, je maudis ceux qui ont accru l'orgueil du peuple. Tous les malheurs proviennent de ces gens. » Quand l'édition de Pantagruel a été brûlée, il a écrit 15 mars 1945, l'attaque aérienne de l'autre jour a détruit l'imprimerie du Pantagruel. Tous les imprimés ont été brûlés. Rabelais n'aurait pas relation avec nous. Le Japon ne veut rien. Il est horriblement désintéressé. Il abandonne d'être peuple qui engendre d'admirables cosmopolitains. S'anéantir, ce serait son seul espoir et c'est vous. Et Kazuo Watanabe a continué à écrire ce journal pendant des attaques aériennes qui se succèdent, pensant qu'il fallait qu'il garde et transmette ce petit cahier et le fasse lire à tous les Japonais pour faire comprendre la vie et les pensées en temps de crise d'un jeune homme qui aime ce pays et les êtres humains et qui a honte de l'état actuel du pays. Kazuo Watanabe a eu beaucoup d'influence sur la postérité. L'un des meilleurs exemples en est
Kenzaburo Oe, que nous avons mentionné tout à l'heure, et qui a cité son maître dans le discours d'attribution du prix Nobel de littérature en 1994. En écrivant des romans, il s'engage toujours contre le nucléaire, ce qui correspondrait à un prolongement de la pensée contre la guerre de Kazuo Watanabe. D'autre part, la rencontre de l'un des grands chercheurs sur Rabelais, Michael Screech, avec Kazuo Watanabe, concerne profondément la guerre. Le premier contact indirect de ces deux Rabelaisans, anglais et japonais, eut lieu à l'époque où Michael Screech appartenait au service de renseignement alors qu'il avait entre 18 ans et 22 ans. Au début de 1945, quand il a eu pour la première fois une entrevue avec un prisonnier japonais, et ce prisonnier avait lu le Gargantua traduit par Kazuo Watanabe. Or, il avait suivi le cours de Kazuo Watanabe à l'université de Tokyo et il lui raconta avec ardeur et admiration la personnalité de Kazuo Watanabe. Michael Screech ajoute dans le préface de la traduction de son œuvre Rabelais, donc c'est à gauche, la traduction ça c'est à droite. Et donc Michael Screech ajoute que ce prisonnier japonais parlait avec fougue de l'actrice française Danielle Darieux, que Michael Screech lui-même adorait. En tant qu'armée d'occupation, Michael Screech restait à Kure, une ville à 21 km de la ville de Hiroshima. Et bien évidemment, il a vu aussi la ville de Hiroshima. Il connaissait déjà l'état de sa ville de l'enfance, Plymouth, détruite par l'attaque aérienne des nazis. Mais il remarqua que les dégâts de Hiroshima étaient évidemment d'une toute autre dimension. Michael Screech affirme qu'il s'est juré à ce moment-là de réunir intimement les Japonais et les Européens par le rire avec respect et amitié. À partir des années 1950, Michael Screech et Kazuo Watanabe commencèrent à s'écrire et devinrent amis. Maintenant, son ouvrage Rabelais est traduit en japonais en 2009. Ses vœux sont accomplis. D'autant plus que son fils Taimon Screech est un très célèbre historien de l'art japonais de l'époque d'Edo. Ainsi, je vous ai présenté quelques aspects de Rabelais et de la guerre au Japon par l'intermédiaire du traducteur Kazuo Watanabe. Kazuo Watanabe s'est toujours efforcé d'être un humaniste japonais en se nourrissant des pensées et des actes de Rabelais et des humanistes français. J'ajoute un peu. En passant, je voudrais vous informer qu'un très beau film de dessin animé japonais, sorti en France en septembre 2017, donc c'est tout récent. Il s'intitule « Dans un recoin de ce monde » et il décrit la ville de Kure où était Michael Screech. Et il décrit la ville et la vie du peuple pendant la guerre. Et puis, à la fin, c'est tout récemment, le 25 août 2017, une traduction de Thomas Mann a été publiée avec quelques essais de Kazuo Watanabe. Et Thomas Mann, Avertissement à l'Europe, préface d'Intrégide, traduit de l'allemand par Reina Bimmel, 18e édition, NFR 1937. Donc, c'est une réédition de la traduction d'un livre de Thomas Mann, traduite en français, et Kazuo Watanabe l'a traduit juste après la disparition des imprimés de Pantagruel. Donc, c'est le 10 mars 1945, en parallèle du journal de la défaite. Il semble significatif de publier cet ouvrage aujourd'hui, à une époque où la pratique du pouvoir politique peut rappeler, selon certains historiens, celle du temps de la guerre du Pacifique.
je vous remercie. Merci beaucoup Aya Iwashita. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, est-ce qu'il existe un mouvement similaire à le mouvement humaniste au Japon, en littérature, philosophie? En ce moment ? Non. Je crois que Kazuo Watanabe était exceptionnel. Il est possible qu'il y a certains intellectuels qui pensaient comme Kazuo Watanabe, mais la pression était tellement forte. Donc, je crois que Kazuo Watanabe était exceptionnel d'avoir écrit, exprimé ses sentiments dans le texte. Je crois que la traduction de Watanabe est assez compliquée pour, par exemple, de jeunes Japonais. Est-ce que la nouvelle traduction simplifie l'accès à l'œuvre de Rabelais et comment est perçu finalement Rabelais par vos jeunes étudiants, par exemple? Oui, donc c'est pour ça Shiro Miyashita a traduit tout récemment. Et c'est, son japonais est beaucoup plus accessible pour nous, notre génération. Mais quand même, le texte original est déjà difficile. Donc, il faut quand même certaines aides pour lire le texte de Rabelais, même en japonais. Donc, je crois que c'est notre rôle, enseignant-chercheur, qui explique comment on peut lire le texte de Rabelais. Et je crois que, les étudiants japonais sont habitués de lire les romans après le 19e siècle. Mais je crois qu'il est difficile de lire à la même manière l'œuvre de Rabelais. Et donc, je crois que c'est notre rôle, comment on peut lire joyeusement le texte de Rabelais. Mais par contre, le nom de Rabelais est bien connu au Japon, parce que quand on est en lycée, on apprend son nom et le titre de Gargantua et Pantagruel dans le cours de l'histoire du monde. Donc, Donc, il faut faire un pont entre le nom et le texte. Donc, je crois que c'est notre rôle. Donc Aya m'a dit tout à l'heure qu'elle était en train de publier un livre, des illustrations de Rabelais, avec Madame Bourguignon, qui est également enseignante comme vous à l'université de Keio. Voilà, et c'est un livre pour enfants qui va recueillir les illustrations de Rabelais. Je vous laisse en parler un petit peu. Donc, c'est pour faire un pont. Je travaille avec Madame Anna Oguinon, elle est romancière, en même temps romancière et enseignant-chercheur. Je travaille avec elle et Koji
Yamamola. Et il est illustrateur et en même temps, il crée les dessins animés. Peut-être il est célèbre en France aussi. Donc, oui, on est en train de préparer un livre avec les illustrations pour les enfants. Donc, pour donner plusieurs occasions d'accéder à Rabelais. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques Oui, c'est une idée qui m'est venue à propos du fait que Rabelais est intraduisible. On ne peut pas traduire Rabelais. Or, il a été traduit au Japon. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer à ce jeu? Supposons un Japonais qui soit francophone. Il va prendre maintenant mais il ne connaît pas du tout Rabelais. Il n'a jamais lu Rabelais. Il est francophone, mais il ne connaît pas Rabelais. Il faut déjà en trouver un. Mais donc, il va maintenant traduire les ouvrages japonais en français. Et est-ce que les Français vont bien rire? Je n'ai pas bien compris, peut-être. Alors, Oui. En fait, on lit. Oui. Il y a eu la traduction de Rabelais en japonais. Et nous, on retraduit le texte qui a été traduit. Ah, d'accord. Ah, ouais. En français. Peut-être qu'on va avoir accès à une autre. Ouais. Ah. Je crois qu'il y a, dans la traduction, il y a des parts où le traducteur invente. Ben, c'est inévitable. Donc, la traduction, après la traduction, ça sera une sorte d'adaptation. Mais je crois qu'on peut lire. Donc, comment dire, de même manière, on est en train de préparer un livre avec l'illustration des œuvres de Rabelais. Donc c'est entre la traduction et l'adaptation. Donc je crois que c'est le problème de pourcentage entre traduction et adaptation. Oui, je me demande tout le temps, oui, traduction et reflète bien le texte original ou pas. Et oui, c'est oui, vous m'avez donné l'occasion de réfléchir encore. Merci beaucoup. La question portait sur, vous avez bien entendu, sur peut-on rire Quand il revient, est-ce que maintenant il est retraduit en inverse? Oui. Quand il revient chez nous, bon, peut-être, est-ce qu'on le reconnaît ou est-ce qu'alors il fait rire? Je crois que ça sera une autre chose, parce que Kazuo Watanabe, en fait, comment dire, par exemple, au lieu de l'ode, la forme poétique que Rabelais a utilisée, Kazuo Watanabe a remplacé, comment dire, Kazuo Watanabe l'a remplacé par kanji. On dit kanji, c'est une ancienne forme de la poésie japonaise. Donc, si on traduit cette traduction, c'est une autre chose que Rabelais. Oui. Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de votre question. Si pour l'ouvrage que vous êtes en train de préparer sur les illustrations, est-ce que c'est pour renouer avec le thème de l'éducation qui est cher à Rabelais?
Donc ça concerne le but de cette publication. On a pensé d'abord de publier un livre pour les enfants qui reflète le texte de Rabelais. Donc, c'est-à-dire que dans le texte de Rabelais, il n'y a pas que l'éducation qu'il traite. Donc, on voulait mettre dans ce livre plusieurs éléments de Rabelais. Donc, par exemple, un épisode de Torche-cul aussi, et bien évidemment sur l'éducation du prince aussi. Mais c'est pour comment dire, faire savoir cette région aussi aux Japonais. Donc, ce n'est pas seulement l'éducation ce n'est pas seulement l'éducation. Oui, oui, tout à fait. Mais votre objectif, c'est de faire découvrir Rabelais aux enfants, en fait. La diversité. Oui, oui, la diversité.